Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au tout premier numéro de l'émission Le Point de l'année 2015. Cette année, nous allons vous permettre encore de passer des bons moments en compagnie des analystes politiques et des journalistes qui viendront tout au long de cette année décrypter les sujets et en fait la une de la semaine ou peut-être du mois. Et comme d'habitude, mesdames et messieurs, nous recevrons pour vous des confrères qui ne sont tout autres que des journalistes ce jour. Le premier invité est Michel Tchadia, directeur de publication du journal Ouara Les Vainqueurs. Michel Tchadia, bonsoir. Bonsoir. Et bonne et heureuse année. Bonne heureuse La année. meilleure vœu. La meilleure réciproque. Également sur ce plateau, Francis Pedro Amouzou, journaliste. Francis Pedro Amouzou, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bonne heureuse année à toute l'équipe de Delta Santé. Vous faites un travail extrêmement délicat, difficile, mais ô combien exaltant. Nous devons tous vous féliciter pour ce travail-là et profiter de l'occasion pour souhaiter la bonne année également à vos téléspectateurs, également à tout le peuple togolais, que cette année puisse nous apporter paix, sécurité, bonheur. Voilà, cela dit, nous allons ouvrir, mesdames et messieurs, les échanges de ce jour avec cette triste nouvelle. La presse mondiale est en deuil. Pourquoi? Nous allons le découvrir grâce à ce reportage. Les derniers moments de l'attaque mercredi matin ont été filmés par une caméra amateur. Ces hommes cagoulés munis d'armes automatiques sortent de la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo à Paris. Quelques minutes plus tôt, du haut d'un toit, les journalistes d'une société de production voisine filment la scène. Ils se cachent eux aussi. Leur directeur sera le premier à découvrir le massacre. Ils sortent. Ils sont là. Je suis arrivé quelques secondes après les dernières rafales apparemment et je suis rentré le premier dans les bureaux de Charlie Hebdo. Et évidemment, c'était un carnage absolu et j'ai essayé de porter secours aux dernières personnes vivantes avec un médecin qui était là aussi. Je crois que l'assaut a duré vraiment assez longtemps, en tout cas plusieurs minutes. Après, c'est le balai des ambulances et des renforts de police. Les assaillants sont repartis, non sans avoir tiré sur les premiers policiers arrivés sur place. Un policier blessé a été abattu froidement. On parle vite d'une dizaine de morts. Au fil des heures, on apprendra le décès des dessinateurs vedettes Charb, Cabu, Wolinski, Tignous. De l'économiste Bernard Maris également. Des voisins racontent leur peur. La gravité de l'événement s'impose immédiatement. J'ai essayé de réfléchir sur le passé. Il y a eu quelques tirs contre des journalistes historiques. Jaurès, le patron de l'humanité, assassiné. Mais là, ce qui s'est passé là, jamais. Les politiques aussi ont pris la mesure du drame. Très vite, le président de la République arrive sur les lieux. Il est accompagné du ministre de l'Intérieur et du maire de Paris. Une réunion de sécurité est annoncée pour le début de l'après-midi. Cette réunion au plus haut niveau a lieu à l'Élysée. Les principaux ministres du gouvernement sont là. Le plan Vigipirate est élevé au niveau le plus haut. Tous les moyens du ministère de l'Intérieur et de la Justice sont mobilisés de manière à ce que l'enquête se déploie rapidement et qu'elle puisse permettre d'identifier les auteurs et de procéder à leur arrestation de manière à ce qu'ils soient punis avec la sévérité que l'acte barbare qu'ils ont commis mérite. En fin d'après-midi, les secours et la police étaient toujours sur place, rue Nicolas Appert. Le Premier ministre, à son tour, a fait une visite. Les assaillants sont toujours en fuite. Ils ont abandonné leur voiture dans le nord de la capitale. Et c'est une vague d'indignation. Voilà, retour sur ce plateau, je le disais en introduction, la presse mondiale est en deuil, et particulièrement la presse française, avec ce nouveau carnage fait au siège de Charlie Hebdo. Francis Pedro Amouzou, premier commentaire. Un choc total. Lorsque nous avons appris la triste nouvelle, et nous étions abasourdis. Personnellement, j'étais abasourdi. Que des gens aient pu planifier un tel crime et l'exécuter, aller et réussir un tel crime, c'est vraiment terrible. Des journalistes qui étaient en train, ils étaient en conférence de rédaction, ce qui veut dire que on les a suivis
des jours, des mois et des années entiers pour pouvoir savoir qu'à tel moment, des journalistes de Charlie Hebdo doivent être en conférence de rédaction. Et on a planifié de les tuer tous, puisque tous ont été tués. Tes confrères qui sont à peu près nos parents, c'est-à-dire qui peuvent nous mettre au monde, parce qu'il y en avait qui avaient 80, plus de 86 ans. Le caricaturiste Cabu. Alors, voilà. Vraiment, c'est ignoble. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ces gens, ceux qui ont fait ça, je plains ceux qui ont fait ça, mais je suis très très vert contre ceux qui ont commandité cela. Parce qu'il faut être diabolique pour pouvoir imaginer pareille chose. J'ai comme l'impression qu'on ne veut pas que les gens parlent. Mais combien de fois on a insulté Jésus? Qu'est-ce que ça a fait à quelqu'un? On ne continue pas à insulter Jésus tous les matins. Des gens insultent Jésus. Ceux qui ont commis ce crime-là, ils insultent Jésus tous les matins. Ils disent que des gens sont des croisés. Est-ce que ça leur a valu quelque chose? Non. Le prophète, il est prophète. Il n'est pas Dieu. Je crois que la religion musulmane est une bonne religion. J'ai lu une partie du Coran et j'ai trouvé que le Coran a des similitudes avec la Bible. Alors, pourquoi au nom d'un Dieu on doit tuer? Qui est ce Dieu vengeur-là? Dès qu'on l'appelle, bon, il faut que les gens se lèvent pour aller tuer. Non. Le monde est en train de s'abêtir. Et ceux qui prennent ce chemin court pour régler leurs problèmes, ils devront le payer. Voilà. Et je suis certain que la police française fera tout pour mettre la main sur eux, voilà, pour ces criminels-là, et pour qu'on sache pour quelles raisons ils ont fait ça. Et ensuite, qui sont les commanditaires? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est les commanditaires que nous devons savoir et agir sur ces commanditaires-là pour que jamais, plus jamais, ça n'arrive. Michel Sadia, réaction? Oui, et avant de réagir, je voulais m'acquitter d'un devoir, celui de souhaiter mes vœux les sincères à tout le peuple togolais, à ses dirigeants, à tous les confrères, qu'ils soient techniciens, caméramens, journalistes, animateurs et autres, qui font un travail remarquable. Voilà. Maintenant, pour revenir à ce qui s'est passé il y a de cela 2 jours en France, je pense que Dieu n'a jamais mandaté que ce soit à tuer son prochain en son nom. Ceux qui ont tué, c'est vrai qu'ils prononcent le nom de Dieu, mais j'ai l'impression que c'est des voyous, c'est des fous, à la limite, qui ont décidé d'enlever la vie des gens qui font uniquement que leur travail. Comme le disait quelqu'un, les AK-47 contre des crayons, je pense que vous conviendrez avec moi que ceux qui ont choisi porter atteinte à la liberté d'expression en abattant froidement des journalistes qui étaient en train de faire leur travail, rien que leur travail, je pense qu'ils se sont trompés de cible. Et quand vous voyez la manière dont la communauté internationale, le monde entier s'est levé contre cet acte d'une gravité extrême, c'est pour dire que personne n'est prêt à faire le jeu de ces délinquants. Parce que, en le faisant ainsi, leur objectif, c'est de faire taire les gens. Or, la liberté d'expression, dans une démocratie, j'ai l'impression que c'est le socle même. Et quiconque va vouloir porter atteinte à cette liberté d'expression doit être combattu par tous les moyens. Voilà. Vous êtes en train de voir comment les autorités françaises sont en train de mettre les moyens, de gros moyens, pour venir à bout de ces terroristes-là. J'ai l'impression que eux-mêmes, conscients de la gravité
de l'acte qu'ils ont posé, ils ne vont pas vouloir se rendre. Je crains qu'ils se donnent la mort au moment où on va vouloir les arrêter. Mais vivement que les autorités sécuritaires françaises qui s'y connaissent en la matière fassent en sorte qu'on mette la main sur eux, qui répondent de leurs actes, et que s'il y a des commanditaires, qui puissent répondre devant la loi. Voilà, mais ce qui est encore inquiétant, Francis Pedro Amouzou, c'est comme s'ils avaient ouvert une brèche pour peut-être pour commettre de tels actes. Parce que tous les journalistes, maintenant, toutes les rédactions sont peut-être en péril. N'importe qui peut se lever aujourd'hui et puis aller dans une rédaction et tirer. C'est vraiment dangereux comme acte. Exactement, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour endiguer le mal? C'est de ça qu'il s'agit aussi également. Et il va falloir, vous savez, il n'y a pas que ceux qui prennent les Kalachnikov. Il y a aussi ceux qui invectivent les journalistes tout le temps. Il y a aussi même des organes qui sont dotés de lois pour préserver la liberté d'expression, qui font pression de façon maladroite aussi sur les journalistes et les médias tout le temps. À tous ces gens-là, nous leur disons que la liberté d'expression, la liberté de presse est le fondement même de la liberté. Il faut laisser les gens s'exprimer. Oui, il ne faut pas faire du libertinage, mais il faut laisser les gens s'exprimer. Il ne faut pas dire, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Alors que l'information, c'est de dire ce qui se passe. Quand les gens font leur travail consciencieusement et qui ne donnent que l'information qu'on leur laisse le temps, nous ne pouvons pas accepter que des gens viennent et prennent l'information pour d'autres fins utiles. Non, mais lorsque à outrance on empêche la liberté de presse, on court tous les dangers. Donc aujourd'hui, la réflexion doit être à voir comment sécuriser les journalistes. C'est très important. Les journalistes de par le monde. Vous avez, il y a trop de journalistes qu'on tue ces derniers temps. Il y a trop de journalistes qu'on malmène ces derniers temps. Il y a trop de journalistes. Non seulement ils ont une tâche difficile, rendre compte de ce qui se passe de par le monde, mais ils n'ont même pas le nécessaire pour satisfaire leurs besoins vitaux. Alors, tout ça là, nous devons travailler ensemble à faire en sorte que notre métier, que tout le monde comprenne notre métier, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit shintoïste, qu'on soit je ne sais quoi, qu'on soit tout court de tradition vaudou, qu'on comprenne que le journaliste doit être partout. Voilà. Il doit parler du vaudou, il doit parler du Bouddha, il doit parler de Jésus, il doit parler de comment il appelle Mohamed, qu'il doit parler je ne sais quoi de tout. Voilà. C'est notre métier. Voilà. Nous ne faisons que notre métier. Nous n'avons que des plumes, nous n'avons que nos micros. De grâce, qu'on ne tire pas sur nous, qu'on ne nous violente pas. C'est tout ce que nous pouvons dire à cette étape-là. Michel Tchadja, cet acte ne va pas entamer la détermination des journalistes à s'exprimer? Ah mais oui, je pense que le signal que ces messieurs ont voulu donner, c'est de faire en sorte que les journalistes, en tout cas, diminuent leur ardeur dans l'exercice de leur fonction, mais qui se détrompent. Je pense qu'avec l'acte qui vient de poser, il nous oblige à être beaucoup plus déterminés, à faire notre travail avec professionnalisme, en cherchant à donner l'information, rien que l'information. Ce n'est pas à eux de nous mettre les barrières, ce n'est pas à eux de nous mettre les limites. Nous savons dans l'exercice de notre fonction ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas à eux de nous dicter quoi que ce soit. Et quand vous voyez, c'est vrai, ils ont décimé une bonne partie, 90% de la rédaction. Mais vous suivez l'actualité avec moi, et que les autres confrères ont décidé
contribuer à ce que le mercredi prochain, Charlie Hebdo soit dans les kiosques pour montrer à ces gens-là qu'ils ont tiré à terre. Ils ont certes abattu nos confrères, mais cela ne doit pas émousser notre détermination. Le journaliste reste journaliste, il doit faire son travail dans le respect de l'éthique et de la donne. Il n'appartient à personne, quelle qu'elle soit, de nous fixer les barrières. Le crayon ne tue pas, le mot ne tue pas. Et donc, ceux-là qui choisissent cette voie que je qualifie de très simple, en aimant les journalistes pour pouvoir assouvir peut-être leurs ambitions, je pense qu'ils sont en train de se tromper. Désormais, je pense qu'à travers le monde, les autorités doivent faire en sorte que les journalistes soient beaucoup plus protégés. Parce qu'après tout, nous sommes une race précieuse. Ceux-là qui, sous la pluie, sous le soleil, sont à la recherche de l'information pour illuminer les populations. On ne peut pas vraiment nous abattre comme des bêtes de somme. Ça n'a pas de sens. Et donc, moi je dis qu'aujourd'hui, plus que jamais, la détermination doit être de notre côté, et faire en sorte que ces messieurs peut-être comprennent qu'ils ont autre chose à faire que de tuer les journalistes. Voilà. Il faut dire que la presse togolaise était de tout cœur avec nos confrères de Charlie Hebdo, battus froidement par ces djihadistes. Nous allons suivre la manifestation qu'ils ont organisée le jeudi dernier devant l'ambassade de France. Devant l'ambassade de France, pancarte à la main, avec des inscriptions claires, nous sommes tous Charlie. Ces journalistes envoient une pensée pieuse à la presse française et surtout à la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, théâtre de la fusillade qui a coûté la vie à 12 personnes ce mardi dans la capitale française. Un recueillement initié par le patronat de la presse togolaise qui compatit ainsi avec les proches des confrères tombés sous les balles. C'est un événement malheureux qui interpelle tous les journalistes et où que nous soyons, il est de notre devoir qu'on se mobilise et qu'on passe un message de soutien à tous ceux qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Pour nous, les journalistes, où qu'ils soient, quand un tombe, il est normal qu'on se mobilise pour dire non, pour dire que nous sommes prêts pour que la liberté de presse devienne pérenne. Donc on ne va pas quand même se taire. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de sortir pour quand même transmettre un message. Étant tous des journalistes et que ce sont nos confrères qui ont été si froidement abattus par des terroristes, nous n'avons aucune arme, si ce n'est notre plume, si ce n'est notre stylo ou crayon ou notre micro. Alors ce que nous pouvons faire, c'est de compatir à la douleur des familles touchées et également à toute la France qui est touchée en ce moment. L'hebdomadaire perd donc ses meilleurs dessinateurs, caricaturistes et chroniqueurs tués dans l'exercice de leurs fonctions. Une situation qui suscite beaucoup d'interrogations sur la position de la liberté d'expression de la presse. Et nous pensons que cet acte doit être condamné par tous et par tous les moyens et que tout doit être mis en œuvre pour que cela ne se répète plus. Des attentats terroristes, on en a assez. Et que ce soit encore dans la rédaction d'un organe. Partout, la liberté d'expression est en danger. Même si on dit nous sommes dans les pays de liberté d'expression, la liberté d'expression est en perpétuel danger parce que à chaque fois que vous avez une vérité, vous devenez menaçant pour celui qui est à la cause de cette vérité. Donc avec l'image que nous venons de voir, avec la scène dramatique que nous avons vue hier, cela nous fait dire encore une fois que la liberté de presse est en danger. Alors, si c'est comme ça, il faudrait que nous, les journalistes, nous prenions toutes les dispositions, que ce soit au niveau de nos rédactions, que ce soit au niveau de nos reportages, pour que la sécurité quand même nous soit garantie. À peine arrivé à l'ambassade, ce diplomate de l'instance représentative de la France au Togo salue le message de condoléances du président Faure Gnassingbé à son homologue français François Hollande, quelques heures après le drame, et le geste de ces journalistes togolais. Pour nous, c'est extrêmement touchant. Très touchant de sentir cette fraternité togolaise. C'est une fraternité d'armes, on le sait, dans ce que nous faisons ensemble, mais aussi une adhésion à des valeurs communes. Je suis sensible à votre mobilisation spontanée et à ce qu'elle exprime et à ce qu'elle traduit. Donc je peux vous dire que mon pays est très sensible à votre présence aujourd'hui.
Les hommages aux victimes de cette fusillade se succèdent de par le monde et sur les réseaux sociaux avec une image et un hashtag « Je suis Charlie ». Voilà, un retour sur ce plateau. Je disais tantôt, Francis Pedro Amouzou, que la presse togolaise était de tout cœur avec nos confrères de Charlie Hebdo. Nous l'avons eu à le remarquer dans ce reportage réalisé par Fabrice Ramadan. Vraiment un soutien que nous saluons encore une fois. Ah mais la presse togolaise ne saurait faire autrement. En tout cas, je salue la promptitude de la presse togolaise à répondre à ce crime-là, et ce crime lâche qui vient de se passer en France. J'aurais souhaité que ça soit encore plus étoffé que ça, mais j'ose croire que il y a une autre manifestation qui est prévue. Et je salue toutes les initiatives qui sont prises en ce moment par la presse togolaise pour marquer le coup et dire que nous tous, nous sommes Charlie. C'est vrai que nous tous, nous serons Charlie désormais. Je m'appelle Francis Pedro Charlie Amouzou. Maintenant, jusqu'à la fin de mes jours. Et nous devons être solidaires. Nous présentons nos condoléances aux familles attristées. Nous disons à la France, nous sommes un. Nous sommes citoyens du monde. Et chaque fois que malheur nous arrive, nous devons être solidaires. Ok. Michel Tchadja? Oui, je pense que l'initiative de nos confrères de PPT, voilà. Je pense que c'est une initiative vraiment salutaire, parce que c'est vrai que nous, au CONAP, on a voulu prendre un peu du temps, concerter d'autres associations, et dans quelques heures, tout à l'heure même, à 15 heures, nous serons devant la place des des droits de l'homme, non loin de l'Institut d'hygiène, pour aussi nous élever contre ce que ces terroristes-là ont posé comme acte en France. Parce que la France, vous savez que c'est notre ancienne métropole, qui a toujours été aux côtés des Togolais, et devant le deuil qui frappe ce pays, nous les journalistes togolais ne sommes pas du reste. Nous devons aussi nous associer au deuil français et faire en sorte que les familles qui sont actuellement en larmes puissent retrouver notre solidarité et notre soutien. Voilà, nous allons à présent, mesdames et messieurs, ouvrir la page nationale de cette émission consacrée en grande partie aux réformes institutionnelles et constitutionnelles, et également à la marche que prévoit organiser les ODDH. Nous allons suivre ce reportage pour essayer de planter le décor, et tout juste après, on reviendra avec les confrères pour commencer le décryptage. C'est une nouvelle marche de contestation que compte organiser la synergie des organisations de défense des droits de l'homme et Simbal Togo à compter du 13 janvier prochain. Une marche de plus qui vient exiger l'organisation des réformes constitutionnelles et institutionnelles après le nouveau blocage intervenu le mercredi dernier au Parlement. Blocage dû au souhait de la majorité parlementaire d'obtenir 2 nouveaux mandats pour le président de la République, Faure Essozinam Gnassingbé. Nous sommes rendus compte qu'après 2 jours de discussion, l'Assemblée n'évolue pas. Et nous entendons dire que Faure Gnassingbé demande 2 mandats supplémentaires avant de faire les réformes. Nous sommes éberlués, interloqués. Et c'est pour ça que là, les ODDH avec Sibal, nous avons réuni la presse aujourd'hui pour montrer notre consternation par rapport à cette nouvelle donne. Et pour dire qu'enfin, le RPT UNIR a dévoilé ses batteries. Un blocage de trop pour ces organisations de défense des droits de l'homme qui avaient pour prouver leur envie au régime en place d'aboutir aux réformes, annuler leur marche du 5 janvier dernier. Après ce nouveau bras de fer intervenu au Parlement, les responsables de ces organisations de défense des droits de l'homme appellent à compter du 13 janvier prochain sur toute l'étendue du territoire national à de nouvelles manifestations pour exiger le retour inconditionnel à la Constitution de 1992. Les manifestations que nous avions prévues lundi dernier, nous les reportions sur mardi prochain. Une semaine.
Et sur l'ensemble du territoire national, nous allons manifester à partir du 13 et tous les jours suivants jusqu'à ce que nous atteignions les réformes. La situation sociopolitique au Togo semble s'enliser avec ce nouveau blocage. Mais la question que la plupart des Togolais se posent est celle de savoir si ces réformes pourront se faire avant la présidentielle de cette année. Difficile donc pour le moment de répondre avec certitude à cette question qui continue d'intriguer plus d'un Togolais. Voilà, retour sur ce plateau. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous recevons pour le compte de ce tout premier numéro de l'émission Le Point de l'année 2015, Francis Pedro Amouzou, journaliste, et Michel Tchadia, directeur de publication du journal Ouara Les Vainqueurs. Alors, Francis Pedro Amouzou, je le disais tantôt, un nouveau blocage dû au fait que les députés de la majorité, les députés d'UNIR, demandent à ce que le président Faure Gnassingbé puisse se représenter pour 2 nouveaux mandats. La question, monsieur Joseph Javon dit qu'il a éberlué. C'est votre sentiment également? Je suis même stomaqué, j'allais dire. Parce que ces réformes-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'on les a prévues. Ces réformes ont été prévues depuis le 20 août 2006. Et de subterfuge en subterfuge, de roublerie en roublerie, de croc en jambe en croc en jambe, on n'a jamais fait ces réformes-là. Et pourtant, ces réformes étaient prescrite parce que quelqu'un en venant au pouvoir a tué plus de 1000 Togolais pour venir au pouvoir. Ça, on semble l'ignorer très rapidement. Ce qui n'est pas, moralement, n'est pas concevable. Moralement, n'est pas concevable. Voilà, des gens qui se sont, pour endiguer le mal, on dit il faut faire les réformes. Et on a dit les réformes qu'il faut faire. 9 ans après, on dit il faut mettre les pendules à l'heure. Ah oui, il faut remettre le compteur à 0. Mais c'est criminel, ça, là. Et ceux qui sont à la maison, qui ont perdu leurs parents, leur mère, leur père, leurs enfants, en 2005, qu'est-ce qu'on va aller leur dire? Au moins, on peut s'élever un tout petit peu pour dire, si politiquement nous ne nous entendons pas, au moins pour ces gens-là, on peut faire quelque chose. Gouverner, ce n'est pas gouverner pour soi, c'est gouverner pour la patrie. C'est quand même ubuesque ce à quoi nous assistons. Voilà. Même l'étude de la situation, Michel Tchadia? Non, pas du tout. Je pense que nous devons, si on est journaliste, je ne sais pas à quel titre tu as invité mon confrère aujourd'hui, en tant que porte-parole de CAP 2015 ou bien journaliste. Il est journaliste, c'est bien stipulé sur le titre. Ok, puisqu'il se présente des fois comme porte-parole de CAP 2015. Mais là j'ai la parole, j'ai en face de moi. Je crois que ce n'est pas ma personne. Une question est posée à mon collègue, il répond à la question. Mais s'il me toise, je vais le toiser. Non, c'est tout. S'il me toise, je vais le toiser parce que M. Michel Tchadia parle sur les radios. Je l'écoute. Non, on va mettre la balle. Il est le porte-parole du NI ou il est le porte-parole? Il est le porte-parole. Ne me toisez pas. Voilà. Ne me toisez pas. Vous répondez à la question. Monsieur, si vous ne répondez pas à la question, vous me toisez, je vous toise. Monsieur Amouzou, on va mettre les balles à terre. On va aller. Qui ne me toise pas. Donc, monsieur Tchadia, il répond à la question. La question que j'ai posée vaut toujours. Allez à la question. Elle vaut toujours. Parce que mon confrère se présente de temps comme porte-parole de CAP 2015. Ça veut dire qu'il est là. Ou il est là en tant que journaliste. Vous aurez dû décliner l'invitation lorsque je vous ai dit que vous étiez avec Peto. Mais maintenant, je pense que la question ne doit pas être posée actuellement. L'analyse, vous répondre la question et puis... il faut que les téléspectateurs se rendent compte. Nous sommes en tant que journalistes, mais à quel titre nous sommes là? Moi, je suis là en tant que journaliste, directeur de publication. C'est ça qui nous intéresse, c'est votre analyse qui nous intéresse. Moi, je voulais dire ceci. Nous devons nous élever. Ce à quoi j'allais en venir, c'est que nous devons nous élever au-delà des carcans politiques pour faire des analyses en tant que journaliste. Ici. Donc, je constate tout simplement qu'il y a blocage. La NCF a fait sa sortie, je pense que c'était hier matin ou avant-hier, et l'UNI est aussi sorti. Chacun de son côté jette la responsabilité sur l'autre d'être à l'origine des blocages.
nous avons écouté les uns et les autres. Mais j'entends que l'accord politique a demandé à ce que les réformes fassent depuis 2006. C'est vrai. Mais qui a fait que les réformes ne sont pas faites jusqu'à ce jour? À qui jeter on va jeter l'éponge sur qui? Sur qui? Il faut qu'on soit honnête pour que les hommes politiques quand même nous disent qui a fait quoi pour que les réformes politiques ne soient pas réalisées à ce jour, jusqu'à ce jour. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez la réponse? Mais ils en parlent chacun. Mais écoute, l'APG a dit quoi? On devait faire un gouvernement d'union nationale pour opérer les réformes. Mais les gens de l'ANC qui étaient dans l'UFC à l'époque, les gens de l'UFC avaient refusé d'aller au gouvernement. Or, l'APG l'avait stipulé clairement qu'il faut quand même que toutes les forces politiques qui étaient à Ouaga puissent être représentées dans un gouvernement d'ouverture. Est-ce que cela a pu empêcher le fait qu'on ne puisse pas faire des réformes? Mais écoutez, c'est la participation de l'APG, l'APG, la quintessence même de l'APG, c'était quoi? L'APG a toujours prôné le consensus. Est-ce que tu comprends? Et donc, à partir du moment où les autres ont refusé, parce que ils étaient les premiers à violer l'APG. Il faut que les populations soient suffisamment informées sur cet aspect. Maintenant, je laisse cette histoire pour venir à ce qui s'est passé tout récemment avec la proposition de loi que a dit CAP 2015, ils ont déposé à l'Assemblée nationale. Je pense que UNIR a répondu hier à l'AIC pour dire que si aujourd'hui il y a blocage, ce n'est pas UNIR. C'est plutôt l'ANC qui multiplie des, contorsions, des gymnastiques juridiques, procédurales, pour faire en sorte que les réformes soient retardées. Ils l'ont dit hier clairement. Et quand j'écoute... Qu'est-ce qu'ils mettent dans la procédure? Qu'est-ce qu'ils mettent dans ça? Mais écoutez, quand ils ont déposé la proposition de loi, elle était d'abord, la proposition de loi était d'abord unijambiste, puisque cette proposition est accompagnée d'une déclaration qui demande qu'on ne fasse pas d'amendement, alors que tous au Parlement savent que la pratique parlementaire demande qu'il faut faire des amendements. Voilà. Et en juin 2014, la proposition que le gouvernement avait envoyée, celui-là qui était même vice-président, je pense, de la commission de loi, qui a connu quand même ce projet de loi du gouvernement, aujourd'hui il dit que la commission-là n'est pas habilitée à connaître, d'abord, à traiter d'abord de cette proposition de loi avant qu'elle ne parachute en plénière. Vous comprendrez que derrière cela, il y a des manœuvres. Des manœuvres qui sont faites juste parce que on a l'impression que l'ANC a d'autres visées. Elle n'est pas dans la logique des réformes. Voilà. Et quand tu as dit tout à l'heure que UNIR demande 2 mandats supplémentaires à fort, UNIR a apporté un démenti catégorique. UNIR ne demande aucun mandat. UNIR demande juste que, à partir du moment où on va faire des réformes et on va rentrer dans un autre cadre juridique, que les pendules soient mises à zéro et permettre à tous les Togolais de compétir. On n'a pas spécifié qui que ce soit. Voilà. Une petite précision, c'est pas moi qui ai dit que UNI ne veut pas faire les précisions. Nous avons suivi un peu dans le reportage. Francis Pedro-Amozo, c'est contrement parce que le confrère a dit que c'est l'ANC qui ont su le blocage de ces réformes. Vous comprendrez autour de ce plateau que mon collègue a planté son drapeau proprement et nettement par ses propos. Et ce n'est pas moi qui le gère. Les téléspectateurs comprendront de quel parti il est. Il a planté véritablement son drapeau. Ce qu'on va faire, on va attaquer les propos. On va attaquer les analystes, effectivement. Je viens à la réponse. Mais il ne faudrait pas que nous ayons la mémoire courte. Quand en 2002, c'est-à-dire le 31 décembre 2002, lorsque les députés en catimini, et j'ose dire ici le quorum n'était même pas atteint. Je dis bien ici que le quorum le 31 décembre 2002 n'était pas atteint.
et que, à la Wissarde, ils ont toiletté la Constitution. Ils ne se sont pas posé la question. Mon collègue ne s'est pas posé la question. L'UNI ne s'est pas posé la question. Le RPT ne s'est pas posé la question. Pour dire, est-ce que le général Eyadema va se présenter ou ne va pas se présenter? Non. On n'a pas dit qu'au moment où on toilettait la Constitution qui était avant limitait les mandats. Donc, ça ne pouvait pas s'opposer à Feu Gnassingbé Eyadema. On a appliqué immédiatement la nouvelle constitution toilettée. Qu'on ne vienne pas nous prendre pour des moutons. Qu'on ne vienne pas nous dire que nous ne sommes pas allés à l'école. Pourquoi, dans un temps passé, on l'a fait? Maintenant, dans un temps, je ne sais pas, Y, on dit non, il faut rebeloter. Il faut faire le contraire. Il ne faut pas rebeloter, il faut faire le contraire de ce qu'on avait fait avant. Mais entre-temps, venons-en maintenant aux réformes. J'ai écouté très bien l'honorable député Christophe Tchao ce matin, avec Maître Dobrousse face à face, qui a écouté ce débat-là, devait comprendre aisément d'où vient le mal. Parce que l'honorable député Tchao avait des difficultés pour contrecarrer les dires de Maître Adama Dobrousse. Tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, on a la minute de l'Assemblée nationale. Entre-temps, mon collègue a dit qu'on a fait des propositions de loi et qu'on a assorti cette proposition de loi que personne ne doit faire amendement. Non, mon collègue n'a pas dit la vérité à ce niveau. Ce n'était pas ce qui était dit. Ce qui était dit dans ce qui a suivi la proposition de loi, c'est que personne ne doit personnaliser. Aucun amendement qui personnalise la loi ne doit intervenir dans l'ordonnancement de la loi. C'est ce qui a été dit. Est-ce qu'on peut personnaliser une loi? Voilà. Non. On va permettre à M. Tchaja de réagir. Oui, je pense qu'il a écouté l'honorable, les deux honorables sur Victoire FM. Moi aussi, je les ai écoutés. Mais ce qu'il dit, je pense qu'il prête des intentions à l'honorable Christophe Tchao, qu'il était en difficulté. Moi, je l'ai écouté. Ce monsieur était à l'aise à répondre au maître, je pense, à Adama Brousse. Il était très à l'aise. C'est peut-être, tu es en train de lui prêter des intentions. Et il a apporté preuve par preuve comment et pourquoi l'ANC est dans cette logique absurde que les Togolais ne comprennent pas aujourd'hui. Il a fait allusion le 31 décembre 2002. Je pense qu'à l'époque, il était député, puisqu'il dit qu'il était à l'Assemblée nationale. Au même moment, il dit que le quorum n'était, comment l'appelle-t-on, que c'était en catimini. Il dit que le quorum n'était pas atteint. Je pense que tu étais alors député, puisque c'était en catimini, personne n'a vu. Mais toi, tu sais que le quorum n'était pas atteint. C'est des contradictions. Il faut que le quorum soit atteint. Les chiffres sont souvent donnés, le nombre de votants. Il dit que c'était en catimini, mais il dit que le quorum n'était pas atteint. Ça veut dire qu'il était honorable, il était député à l'époque, à ce que je sache. N'est-ce pas? Maintenant, tu ignores que je suis journaliste. Je n'ignore pas. C'est dans ton raisonnement, je te prends. En ce moment-là, je te prends dans ton raisonnement. Je te prends dans ton raisonnement. On va parler à tour de rôle, voilà. Ce que je dis, c'est que en décembre 2002, les choses ne sont pas faites en catimini. Ce n'était pas en catimini. Tout le monde le savait. Peut-être vous seul. Tout le monde le savait, qu'il devait même à Palimé, ça a été dit. Je ne souhaite pas qu'on s'attarde sur ce qui s'est passé en 2003, en 2002. Je voudrais qu'on revienne sur la proposition, le blocage. À Palimé, venons-en à Palimé. On va revenir. Ça m'intéresse beaucoup. Non, on va revenir, chers confrères, on va revenir sur le blocage des réformes. Pourquoi? On sait que les réformes sont importantes pour le développement de ce pays. Les deux, quand se jette un anathème, où se situe la vérité aujourd'hui? Mais c'est à eux de nous dire. Mais quand nous les écoutons, quand nous recoupons les informations, on se rend compte que même Hadi, qui était dans un premier temps favorable à l'idée de l'ANC, elle a évolué avec lucidité. Hadi comprend aujourd'hui
qu'il fallait rejoindre à un moment donné le quart. Et la position de UNIR, hier, tous ceux qui étaient à la conférence de presse de UNIR, UNIR a donné sa position. Oui, mais il ne reste que l'ANC de dire concrètement. Mais parce qu'il ne faut pas oublier un aspect. Le CAIR ne soutenait pas ce que l'UNI disait. Non, je ne l'ai pas dit. Ouais. Mais je dis qu'aujourd'hui, tout le monde connaît la position. Tu connais la position d'Adi aujourd'hui. Tu étais à la conférence de presse. Ce que je dis, c'est que aujourd'hui, il ne reste que l'ANC. Parce qu'il ne faut pas oublier un aspect, Daniel. C'est que l'APG dont certains se prévalent aujourd'hui, toujours, a prôné le consensus. Et avant d'avoir le consensus, il faut quand même que les partis puissent se donner des gages. Parce que l'Assemblée nationale, c'est un lieu hautement politique. Les discours là-bas, c'est des discours politiques. Et il ne faut pas que les gens essayent de contourner cet aspect très important. C'est pourquoi UNIR est clair. UNIR dit, qu'est-ce que l'ANC propose si jamais la proposition est votée? L'ANC dit non, que la Cour constitutionnelle connaît son devoir de juger de la responsabilité ou non de la candidature du président, en tout cas du candidat de UNIR. UNIR dit non, il faut aller au-delà. Vous, dans le cadre de l'Assemblée nationale, quelle est votre position? C'est simple. Est-ce que UNIR n'a pas un autre candidat à proposer à part le président Farouk Nassar? Mais il faut leur poser la question. Moi, je suis journaliste. Oui, c'est une question de manière... Non, moi, je ne sais pas. Pourquoi? Mais ça a de savoir. Vous savez, on ne va pas dicter à un parti politique de proposer qui que ce soit. C'est en fonction de la capacité Mais parce que là, on a l'impression qu'UNIR veut personnaliser la loi également. C'est votre appréciation. Non, mais c'est pas mon appréciation, c'est les faits. Je m'en tiens au fait. Quand j'écoute les députés... Si par exemple... j'ai écouté hier Christophe Diao, il a répété aujourd'hui. Ils ne sont pas... Ils disent qu'ils ne commandent pas un mandat quelconque pour faire une assemblée, mais ils disent que l'ANC donne sa position par rapport... Parce que au-delà de tout, c'est que avant que le vote ne soit réalisé, l'ANC, le CAR a dit seuls ne peuvent rien. Il faut aussi l'apport de UNIR. Pourquoi voulez-vous ne pas écouter, prendre en compte les aspirations de UNIR? Dites-moi cela. Voilà, on écoute. Mais, ce débat m'intéresse hautement aujourd'hui. Tout comme moi. Ce débat m'intéresse. Oui, vas-y. J'ai écouté mon collègue il n'y a pas très longtemps. Il dit que M. Christophe Diao dit quelle est la position de l'ANC. Moi, depuis, je n'ai pas parlé de parti politique, c'est lui qui en parle. Ouais. Alors, je vais répondre à mon collègue. Ça fait combien de temps? Il a parlé de consensus. Ça fait combien de temps? On a demandé, des gens ont demandé, les discussions politiques ne peuvent pas se faire à l'Assemblée nationale. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps on demande un dialogue pour avoir le consensus nécessaire pour faire les lois? Ça fait combien de temps? Au moment où on faisait ça, mon collègue avait un autre langage. Au moment où les gens demandaient le dialogue, il avait un autre langage. Aujourd'hui, il a un autre langage. Et le langage, c'est typiquement ce que dit UNIR. Il ne déroge pas à la règle. Non, mes amis, il faut raison garder, donner à César ce qui est à César, ce qui est à Dieu, à Dieu. Mais on accuse l'ANC de bloquer les réformes aujourd'hui. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est l'ANC qui demande, qui manifeste tout le temps. Voilà un parti qui fait une proposition de loi, qui soutient la proposition de loi, c'est-à-dire par une explication, comment on appelle ça? Le terme juridique va m'arriver. C'est-à-dire quand vous faites une proposition de loi, vous soutenez cette loi par une explication. Et dans l'explication, c'est à ce moment-là que c'est dans l'explication que vous donnez votre position. De quelle position parle-t-on aujourd'hui? En envoyant la proposition de loi à l'Assemblée nationale, il y avait déjà dans la proposition de loi la position des partis. Voilà. Je ne dis pas des partis qui ont rédigé cette proposition de loi. Il revenait à la partie adverse de faire des amendements. Lorsqu'on leur a demandé de faire des amendements, ils n'ont pas fait d'amendement. Quel est l'amendement
qu'on a apporté à la proposition de loi Neni. Mais il ne faut jamais oublier que c'est dans ce pays-là que l'actuel président a dit, papa a dit que si nous laissons le pouvoir, nous n'allons plus jamais. Et on met tous les artifices possibles pour ne pas faire les réformes. Parce que quand on fait les réformes, on perdrait peut-être le pouvoir. Voilà la triste réalité, mon ami. Voilà, mais ils ont le droit et si vous avez vos bandes ici, si vous pouvez ressortir vos bandes pour que mon collègue puisse s'entendre, dire tout ce qu'il a dit depuis quelques mois, depuis quelques 2 ans, 3 ans, lui-même comprendra qu'il était en perpétuelle contradiction avec lui-même. Voilà, particulièrement, on compare, par exemple, moi particulièrement, je compare la situation politique au Togo à un jeu de ping-pong où on se rejette les responsabilités de part en l'autre. Mais jusqu'à quand cela va continuer? Est-ce qu'on va continuer à traîner à jouer avec les Togolais comme ça, des deux camps? Oui, avant d'en venir, je voulais dire à mon grand frère Pedro que je ne me contredis pas. Peut-être c'est dans sa tête qu'il lit des contradictions. Je suis logique avec moi-même. Les bandes donc à venir. Les bandes sont là. Si tu peux les en chercher. Tu peux les en chercher. Est-ce que tu peux me laisser parler? Je t'ai écouté parler. Moi, je dis une chose. Je n'ai jamais changé de langage et je ne changerai. Et puis, je ne parle pas comme une. Je suis journaliste. Je fais mes. Ça peut rejoindre, mais ce n'est pas mon problème. Je suis journaliste, je fais mes analyses. Mais ma position reste la même. Tu sais pourquoi? J'ai toujours dit. Quand les gens de l'ANC voulaient un cadre à 5KC, je ne sais où, à Togo Télécom, j'étais contre, et je suis jusqu'à ce jour contre. Parce que l'Assemblée nationale, j'estime que... Le Parlement. Quand, en 2006, qu'on a signé l'APG, c'est qu'à l'époque, l'Assemblée nationale était, lui-même, il le dit, c'est une chanson pour lui, que c'était une assemblée monocolore. Mais il fallait quand même trouver un cadre pour discuter avant d'aller peut-être à ces réformes-là. Mais aujourd'hui, toutes les sensibilités, toutes les forces politiques sont représentées à l'Assemblée. C'est pourquoi j'estime que l'Assemblée nationale est le lieu indiqué. Le chef de l'État l'a dit à maintes reprises pour la preuve, leur proposition de loi. Je ne sais pas c'est où, c'est à Néo que Kara dit, Cap 2015 sont entendus pour amener ça. Donc c'est à l'Assemblée que les débats se font. Oui, mais il n'y a pas autre chose. Mais le cadre approprié, ils avaient prévu un cadre qui était l'APG, qui demandait un cadre consensuel. Mais c'est pourquoi je dis à l'époque, c'est parce que à l'époque, le RPT était taxé de parti, en tout cas monocolore, à l'Assemblée nationale. Donc il fallait que toutes les forces politiques qui n'étaient pas représentées puissent se trouver ensemble avec le RPT dans un cadre avant de baliser le terrain à aller. Aujourd'hui... Ça veut dire que l'APG n'est plus d'actualité aujourd'hui. L'APG n'est plus d'actualité. Mais j'entends les gens parler de l'APG. Si aujourd'hui, ils trouvent que l'APG... Parce que l'APG aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est le fait qu'il a prévu ce qu'on appelle le consensus à tous les acteurs politiques avant de pouvoir aboutir à quelque chose de substantiel pour que la démocratie avance. C'est pour cela que moi je dis, à partir du moment où les courants politiques sont représentés à l'Assemblée nationale, c'est pourquoi j'ai estimé hier et aujourd'hui, je le dis, qu'un cadre quelconque, moi je n'ai jamais épousé et je reste droit dans les bottes. Je dis que c'est l'Assemblée nationale que les débats doivent se faire. Et ils sont en train de se faire là-bas. Mais malheureusement, l'ANC ne veut pas bouger les billes. Et quand c'est comme ça, je ne sais pas ce que... Parce qu'il ne faut pas oublier un aspect. Nous venons de très loin. Pendant 24 ans que nous faisons l'expérience démocratique. Voilà. La classe politique, pour des raisons diverses, ne se fait pas confiance. Pedro est d'accord avec moi. Mais comment des Togolais vont discuter et ne pas se comprendre? Vous pouvez comprendre cela? Mais c'est là dur, hein? Pourquoi? C'est dur. C'est en cela que je dis que tout est parti des années 90. La manière dont la fondation démocratique est posée chez nous, moi, c'est mon point de vue, je pense qu'il va falloir refaire un autre système. Jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour comprendre que les acteurs politiques n'ont pas appris à se faire confiance. Et c'est un problème, un mal très grave pour notre pays. Et aujourd'hui, ça se sent même dans les discussions. On parle d'enlisement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'enlisement? Non, ce n'est que... Oui, ce n'est qu'un blocage. J'estime que moi, je suis positif. Je veux que mon pays avance. Ce n'est que peut-être une suspension, peut-être un blocage. Et
des négociations, des discussions de coulisses, tout ça, peut-être que la classe politique peut arriver à quelque chose. Voilà. Est-ce que la classe politique pourrait arriver à quelque chose? Parce qu'on constate depuis un bon bout de temps que c'était des enlisements. Mon collègue a parlé tout à l'heure de la manière dont en 1990 on a commencé par instaurer le processus démocratique. Mon collègue n'est pas allé plus loin pour dire qu'est-ce qu'on subissait à ce moment. C'était des assassinats, des tueries, des familles endeuillées tout le temps. Vous pensez que qu'on subit ça là, on doit croiser les bras pour dire Amen. Vous nous avez bien tués, alors là, on balise la voie pour vous. Mais en 1990, qui a tué qui? Si ce n'est le pouvoir qui a repris, qui a tué. Maintenant, maintenant je vais faire l'histoire. Après 90, après la conférence nationale souveraine, et on a dit, ah non, accord mixte paritaire, il faut qu'ensemble tout le monde se mette autour de la table pour qu'on puisse discuter ensemble qu'il fallait redonner un peu le pouvoir à Gnassingbé et Yadema, ceux qui ont prôné cela, que non, c'est de cette manière-là qu'il faut faire pour que les choses évoluent. Lorsque l'accord mixte paritaire a replanté le décor, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a eu? J'étais là, au moment où on signait ces accords-là. Qui a mis entre parenthèses l'accord mixte paritaire? Je voudrais dire ici, au peuple togolais aujourd'hui, quand on a fait le gouvernement qu'on a fait après l'accord mixte paritaire, il y a quelqu'un qui est encore là aujourd'hui, qui prenait son micro, qui allait enregistrer les gens au conseil des ministres, chez Kofigo là-bas. Si vous voulez, on va sortir les documents. Voilà. Donc, non, il faut que mon collègue comprenne que ceux qui violent quotidiennement les accords consignes pour la paix sociale sont les mêmes qui sont à la base aujourd'hui, qui ne veulent pas des réformes, qui demandent que ad vitam aeternam. Non, mon ami, vous pensez que dans un pays où un clan a dirigé pendant 50 ans, il faut encore donner la mise à ces personnes-là? Mais quand même. Monsieur Pedro, mais quand même. Il y a une chose un peu importante sur un aspect sur le point. Voilà. Allez-y rapidement. Je pense que ce n'est pas en criant qu'on va résoudre nos problèmes. Je pense qu'il est un peu... C'est un grand fait. J'ai beaucoup de respect pour lui, il le sait, mais je pense qu'il est un peu agité quand... On va aller sur les tout le monde me connaît que je parle comme ça avec emphase lorsque je sais, je maîtrise ce que je dis. Je vous propose, je voulais lui dire en une seconde une chose. L'alternance ne se décrète pas. Mais qui veut décréter l'alternance? Mais quand tu me dis que quand une famille fait 50 ans, qu'on va voir, moi je ne suis pas en train de vouloir donner quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est... Mon ami, c'est le travail sur le terrain. On se connaît. Peut-être. Oh là là. Peut-être c'est le travail sur le terrain. Vous n'allez pas un matin. D'abord, vous avez marché pendant 5 ans pour faire chasser Fort Gnassingbé. Il est encore là. Je pense qu'il va falloir quand même abandonner cette méthode et travailler sur le terrain. Vous n'allez pas tout le temps dire une famille a fait 50 ans et puis c'est fini la famille. Mais maintenant, il faut travailler. Et l'alternance, nous voulons l'alternance, mais que ce soit une alternance pacifique, une alternance où les gens mettent le temps à travailler et la voir d'une manière correcte pour que la paix civile puisse continuer dans notre pays. Qui fait la... Qui tue les Togolais, mon ami? On va mettre les bases à terre, Qui tire sur la population? Dis-le-moi. Je vais proposer... Monsieur Amouzou, donne-moi le temps de parler. Monsieur Tchadia, on va mettre balle à terre parce qu'on le suit à la maison. Je vais proposer qu'on revienne un peu sur cet aspect. Le président de la République, Faure Gnassingbé, parle d'une commission qui va créer des réformes, alors que les travaux se passent au Parlement. Il n'y a pas de contradiction dans tout ce que nous sommes en train de faire? Non, moi je ne trouve pas une contradiction. Il a même dans son du tout, il a dit... S'il demande... Non, il a dit que quelle que soit l'issue de cette proposition de loi que certains députés ont déposée à l'Assemblée nationale, quelle que soit l'issue, lui, il propose une refonte de notre Constitution.
Parce que l'APG, en réalité, c'était un arrangement politique entre les acteurs. Et normalement, politiques. ça devrait se faire où? Est-ce qu'il faut créer encore une autre commission qui va se charger de cela? Mais c'est ce qu'il a proposé, le président. Il a fait une proposition. Voilà. Maintenant, il faut quand même qu'il dise après les contours de cette commission-là. Il ne l'a pas encore dit. Voilà. Sauf que ce que je voulais vous dire, c'est que cette proposition n'est pas en contradiction avec ce qui se passe. Voilà. Il a même laissé cette ouverture dans son discours en disant que quelle que soit l'issue, lui, il est allé au-delà. Il dit qu'il y a certains aspects de notre Constitution sur lesquels on peut revenir pour pouvoir regarder l'avenir avec sérénité. Monsieur Pedro, on a l'impression peut-être que le régime en place joue sur les failles de l'opposition. Peut-être oui. Peut-être oui. Mais je reviens sur la proposition du chef de l'État. Le chef de l'État a dit il faut créer une commission pour la refonte de la Constitution. Le chef de l'État est champion de ces propositions. Souvenez-vous, le chef de l'État avait dit, primo, les états généraux de la santé, vous les avez vus? Les états généraux de la fonction publique, vous les avez vus? On a dit, on va faire les états généraux de la presse. On a fait les états généraux de la presse, mais nos amis, nous pensons que ça ne va pas se faire. Nos amis sont en train de broyer du noir parce qu'on leur a fait... Hein? C'est quoi ça? On leur a mis les bâtons dans les roues. Ils sont maintenant gonflés en bloc parce que tout ce qu'ils attendaient pour ces réformes, je savais que la manière dont ça se faisait, ça ne va aboutir à rien. Je le savais. Il faut commencer quelque part. Je dis, je le savais. Et j'ai même dit aux gens ce qui allait advenir de ces états généraux. Heureusement ou malheureusement, c'est fait. Voilà. Donc, le président de la République fait des annonces, des effets d'annonce. Voilà. Il ne respecte jamais la parole qui se donne. Donc, et moi, je ne vais pas me fier à quelqu'un qui dit une chose et qui ne le fait pas. Voilà, monsieur Amouzou, mais on va aller rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes. Vous disiez à l'instant que l'opposition a passé son temps à marcher. Et c'est peut-être ce à quoi on va pouvoir assister le jeudi. Est-ce que vous ne pensez pas que ces marches ont vraiment une pression sur le régime en place? Bon, moi, personnellement... Parce que nous avons pu entendre que ça faisait trembler, même si de façade... Vous savez, notre constitution est formelle. Et elle donne la latitude à qui veut de se manifester dans la rue ou ailleurs, si le désir. C'est ce que cet homme fait pendant 5 ans. Peut-être qu'ils ont des résultats, mais moi, je n'en vois aucun. Moi, je préfère, si j'étais à leur place, je pense que les négociations, le dialogue, c'est quelque chose de fondamental. Ils prennent le dialogue tout le temps, ils parlent de dialogue, mais il y a toujours un blocage avec le camp en face. Je pense que quand on prend 5 ans pour marcher, et que Jean-Pierre Fabre, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas longtemps, que c'est quelques mois qu'il a écrit au chef de l'État, il a répondu de manière instantanée. Il a demandé l'audience, il a reçu, il a refait pour la seconde fois, il a reçu. Si depuis 2010, après avoir manifesté son mécontentement, si il avait commencé à se soumettre à cet exercice, je pense qu'on en serait loin. Et puis, quand Oumbo était à la primature, Pedro ici est d'accord avec moi. À maintes reprises, on les a invités, ils étaient dans la rue, le départ de Faure Gnassingbé, s'il faut discuter avec lui, c'est sur les conditions de son départ. Voilà. Pas question de dialogue. Mais aujourd'hui, ils comprennent qu'il faut prendre langue avec le pouvoir. Moi, j'ai salué quand Jean-Pierre Fabre est allé voir le chef de moi. Je suis de ceux-là qui ont salué cela. Je pense que nous sommes Togolais. Entre nous, si nous discutons, nous devons continuer à discuter, dialoguer. Je suis sûr que quelque chose va... Voilà, Pedro, réaction par rapport à la manifestation. Vous savez, manifestation, vraiment... Ceux qui disent que les manifestations ne font rien, eux-mêmes, ils savent que ça fait quelque chose. C'est pourquoi, tout le temps, ils disent, non, il ne sert à rien de faire les manifestations, de marcher. Moi, je marche. Je ne marche pas pour X ou pour Y. Je marche pour le Togo. Je marche et je sais quel pouvoir. Parce que je rencontre tout le temps les ministres. Quand nous avons eu une manifestation, c'est la peur panique. Je le dis à ce plateau, c'est la peur panique. Je peux vous dire que même je ne dis pas. Dimanche dernier,
Mais c'est le ministre de l'Intérieur qui est venu nous voir. Ce n'est pas nous qui sommes allés le voir. Je mets ça entre parenthèses pour que mon collègue comprenne que les marches sont une manifestation pour faire changer les choses. C'est-à-dire des gens responsables qui n'ont d'autre souci que de faire marcher les choses dans le pays, doivent faire ces manifestations-là, au lieu d'aller prendre les armes. Alors, je crois que... nous ne souhaitons pas pour le pays, je crois que mon collègue devait féliciter ceux qui font ça. Ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, est-ce que c'est une bonne chose? Nous l'avons condamné ici. Si nous ne faisons pas ça, c'est parce que nous sommes extrêmement responsables. Voilà. De l'autre côté. On va rester responsable. Non, c'est pas fini. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Non, c'est toi qui monopolise. Si on prend le compteur maintenant, on va voir que c'est toi qui as parlé plus que moi. Non, c'est toi qui as parlé plus que moi. Donc, pour les réformes, pour les réformes, nous allons marcher. Nous marcherons. Nous continuerons pas à marcher. Nous marcherons autant de fois pour que ces réformes-là soient faites conformément aux vœux du peuple togolais. Pas conformément aux vœux de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Conformément aux vœux du peuple togolais. Il y aura. Mais ce que nous savons que le pouvoir en place utilise la force. Nous lui disons merci, tirez sur la foule, tirez sur la foule, tirez sur la foule. Parce qu'il y a plus de temps. Michel, vous avez 1 minute pour parler rapidement. Parce que, je pense que les marches, aujourd'hui, tous les Togolais sont habitués. Et il n'y a pas longtemps, ils étaient là, mais il n'y avait pas une forte mobilisation. Je pense qu'un confrère l'a dit sur une antenne extérieure, mais ça l'a valu ce que ça l'a valu. Puisque c'est des gens qui n'aiment pas la contradiction. Ils peuvent marcher. Ça, moi, c'est une disposition constitutionnelle qui dit que les gens sont libres de manifester. Alors, ils peuvent le faire. Ne conteste si pendant 5 ans... Non, on n'a plus le temps. Allez-y rapidement. Si pendant 5 ans, vous avez marché pour une cause que vous n'avez pas, si vous continuez, et pour cette fois-ci, pour avoir les réformes, moi, en âme et conscience, moi, je vous conseille des négociations, du dialogue, comme ce que l'ANC est en train de faire et les autres sont en train de faire avec l'UNI. Je pense que c'est en le faisant qu'on peut aboutir à quelque chose. Voilà, merci à vous, Michel Tchadien. Je rappelle rapidement que vous êtes le directeur de publication du journal Ouaga le Vainqueur. Francis Pedro, vous êtes resté sur votre soif. Oh non, pas rester sur ma soif. Je suis toujours constant et tous ceux qui me connaissent savent que c'est le pays qui est important pour moi. Voilà. Ce ne sont pas les officines, tout ce qui se fait dans les officines. Voilà. Si c'était pour moi, là, il y a longtemps que je serais ministre, il y a longtemps que je serais tout. J'aurai l'argent, j'aurai tout ça là. Je ne fais pas ça pour ça. Merci, monsieur. Ce n'est pas ça mon objectif à moi. Merci, mon objectif, c'est que le Togo se porte bien et que tout le monde, et mon collègue Michel Djadja et moi, nous puissions aller boire notre bière tranquillement quelque part, ensemble quelque part, et ne pas s'offusquer à avoir des conneries dans notre pays. Francis Pedro Amouzou Charlie, c'est ça? Oui, Charlie. Je suis Charlie. Merci également à la maison de nous avoir suivis. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Point. Au revoir.